Donc, ce soir, bienvenue au sein du Virtual Chapter. Donc, le principe du Virtual Chapter qui est patrainé par l'IMDHA, qui est une société d'hypnothérapie, d'hypnose médicale, principalement aux États-Unis, à laquelle j'appartiens, c'est de proposer donc dans différents pays, en fait, une réunion à peu près trimestrielle sur des thématiques spécifiques de l'hypnose médicale. Alors, on a l'honneur et le bonheur ce soir d'accueillir le docteur Élodie Marqueteau, qui est psychiatre, pédopsychiatre également, plus précisément, qui est hypnothérapeute et qui a dédié sa pratique vraiment à la psychiatrie, autour de la périnatalité. Donc on s'était croisés à Nice, à l'OMCNC, à la fac de médecine, à l'Observatoire des médecines non complémentaires, complémentaires plutôt, non conventionnelles, voilà. Et hem et l'idée, c'était de lui proposer de participer à ce virtual chapter pour faire la présentation qu'elle avait faite à la fac de médecine, afin que tout le monde puisse voir, bah, son travail, parce que c'est un travail vraiment que j'avais trouvé très original. Il faut savoir qu'il y a 2 éléments qui sont, peut-être les plus anciens dans la médecine en général, c'est la gynécologie, la naissance des enfants et en même temps la transe, hein, l'hypnose. Ça fait vraiment partie des données les plus anciennes qu'on ait au niveau médical. Et il y a très peu de personnes qui travaillent au niveau médical, autour de la périnatalité. Il y a eu quelques grands noms de l'hypnose et de la gynécologie aux États-Unis principalement. Je pense à William Kruger et à David Cheek qui ont beaucoup travaillé dans ce domaine-là, que ce soit sur les premiers accouchements donc, en hypnose dans les années 50. Ils avaient travaillé également beaucoup sur les affections psychosomatiques qu'on pouvait rencontrer pendant la grossesse, et après évidemment la grossesse. Et c'est vraiment un travail, qui est extraordinaire parce qu'il y a Euh, alors est-ce que vous pouvez couper vos micros? Voilà, merci. Très bien, de façon à ce qu'il y ait pas d'interférence avec le présentateur. Donc je disais, c'est un travail extraordinaire et très spécifique, et le champ d'investigation de l'hypnose et notamment de l'hypnose médicale, en France est un champ, à mon sens, qui est vraiment sous-exploité. Donc il faut vraiment donner, de la parole et de la visibilité à tous ceux qui travaillent dans ce sens-là, que ce soit dans des domaines, on va dire, plus, d'hypnose opératoire, chirurgicale et cetera, hypnoanesthésie, gestion de la douleur, ou dans des domaines qui vont toucher davantage tout ce qui est hypnose médicale et tout ce qui est la composante, on va dire, davantage psychosomatique, liée à la pratique, que ce soit en cardio, en ORL, en gynéco, voilà, et aussi en dermato, enfin tous les champs d'investigation. Donc, Élodie, je te laisse la parole, si tu veux bien te présenter brièvement et ensuite nous faire part un petit peu du sujet que tu vas traiter ce soir. Voilà, je débranche mon micro. Merci Brice. Bonsoir à tous. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Élodie Marqueteau. Je suis psychiatre et je me suis spécialisée en fait en pédopsychiatrie, donc pour les enfants, les adolescents et tout ce qui concerne la périnatalité. Et donc je fais de la psychothérapie et entre autres, j'utilise l'hypnose depuis quelques années maintenant. Je travaille, à l'hôpital de Cannes, dans un service de psychiatrie périnatale. Alors, hop, Brice, est-ce que tu peux bouger les diapos? Ah, merci. Donc, j'accueille des futurs parents, les parents et les bébés. Donc dans les pathologies que je vois le plus, c'est les dépressions du péripartum, donc à la fois du prépartum et du postpartum, les troubles anxieux, j'ai un peu de psychose puerpérale et après tout l'autre champ, ça va être, les deuils, donc les fausses couches, les morts in utero, les morts subies du nourrisson, tout ce qui est aussi, traumatisme. Donc ça peut être des parcours de vie traumatiques, ou des accouchements qui se sont mal passés et tous les parcours de PMA. Hop, diapo. Merci. Alors moi, je dirais que ma pratique, c'est plutôt de l'hypnose type ericksonienne. Les patients, en fait, quand ils viennent me voir, ils viennent pas pour l'hypnose. Ils viennent principalement, pour la psychothérapie.
Donc je commence toujours par la psychothérapie et puis après, si, l'hypnose me semble indiquée, j'en parle à mes patients. Et c'est là où on voit ensemble si ça leur convient ou pas. Et puis d'abord, je commence par expliquer ce que c'est et puis, on fixe ensemble, voilà, quelle est leur problématique, quels va être leurs objectifs et ensemble, on va choisir, le nombre de séances qu'on va faire. Après sous hypnose, j'ai 2 possibilités. Soit je vais traiter directement le problème, soit je vais, traiter la cause. Donc soit la cause, elle est déjà connue, donc là, c'est simple, soit on va la rechercher. Donc soit je la recherche en amont, grâce à de la psychothérapie, par exemple avec des outils de psychanalyse, ou soit après, je peux la rechercher aussi sous hypnose. Ensuite, je fais ce qu'on appelle une co-création de séance, donc ça, je pense que c'est à peu près la même chose pour tout le monde, avec un interrogatoire, très poussé, hein, pour savoir, ce que les patients ils aiment, tout simplement pour pouvoir m'en resservir. La mise en place d'un signaling et après, j'essaye vraiment de réutiliser, les mots des patients, pendant ma séance d'hypnose. Pour les inductions, donc soit je fais des inductions longues, soit des inductions courtes. Alors je fais principalement des inductions longues, surtout quand je recherche de l'hypnorelaxation. Parce que souvent, en fait, je traite les femmes enceintes et les femmes qui viennent d'accoucher, donc elles ont souvent, en fait, de l'anxiété. Donc pour moi, c'est très intéressant qu'elles puissent, en même temps bénéficier de l'hypnorelaxation. Déjà pour le ralentissement du rythme cardiaque, pour bien sûr diminuer l'anxiété, mais aussi si elles sont enceintes, bah, il va y avoir des bénéfices, chez le fœtus et aussi comme moi, elles viennent pas directement pour l'hypnose, parfois il y a quand même des barrières mentales, donc passer par l'hypnorelaxation, ça peut aussi faciliter, voilà, l'entrée en hypnose. Pour d'autres patients, je vais plutôt utiliser l'induction courte. Donc là, c'est, quand déjà les patientes, elles ont plus l'habitude ou quand j'ai pas besoin de rechercher, de relaxation particulière ou encore, pour certains types de traumatismes parce que, notamment les traumatismes au niveau du corps, eh bien la position allongée parfois peut être compliquée ou quand on fait des body scans parce que ça peut, faire ce qu'on appelle des reviviscences. Donc voilà, c'est quelque chose que je vais toujours rechercher en amont, pour savoir quel type d'induction je vais rechercher. Ensuite, je fais des suggestions, directes et indirectes. Quand je peux, je fais des suggestions indirectes. J'utilise beaucoup les métaphores et à la fin de la séance, il y a toujours, un temps, de sortie d'hypnose et après je débriefe, avec mes patientes et puis après on fait, enfin je m'en resserre en fait pour la psychothérapie. Alors là, j'ai essayé de vous classer en fait, les différents types de symptômes que je vois. Donc là, c'est surtout pour, tout ce qui est dépression et anxiété. Donc au niveau, de l'estime de soi, en fait, il y a une estime qui est très négative. Donc les femmes, elles ressentent surtout de la honte, de la culpabilité, parce qu'elles ont l'impression d'être une mauvaise mère. Donc elles se dévalorisent énormément. Donc elles sont aussi très exigeantes envers elles-mêmes et elles ont un dégoût de leur corps, parce que c'est un corps qui a beaucoup changé et après, l'accouchement, c'est encore plus majoré. Il y a beaucoup, d'anxiété, donc de peur, notamment d'être une mauvaise mère, la peur de l'accouchement ou encore la peur de perdre le bébé. Après, on a tout ce qui est au niveau du champ des émotions. Donc soit on a des mamans ou des futures mamans qui sont coupées de leurs émotions. Donc là, elles vont être plutôt dans le contrôle, dans le perfectionnisme, il faut que tout soit parfait. Soit c'est plutôt des émotions qui vont être ce qu'on appelle labiles, c'est-à-dire qu'elles vont à la fois pleurer, puis après elles vont se mettre à rigoler. C'est pas comme les dépressions typiques où c'est principalement de la tristesse. Là, dans les dépressions du péripartum, il y a pas vraiment de tristesse, c'est-à-dire elles vont avoir des moments où il va y avoir des pleurs, mais elles sont quand même contentes d'avoir un bébé, donc c'est différent. Et ensuite, il peut y avoir beaucoup de fatigue, donc de l'irritabilité et une perte d'envie de faire les choses. Et tout ça,
ça peut entraîner des difficultés dans les interactions précoces, donc dans les interactions avec le bébé. Donc les mamans, elles peuvent avoir l'impression que le bébé ne les aime pas, ou alors elles n'ont pas envie de s'occuper du bébé, ou alors elles ont peur de lui faire du mal. C'est ce qu'on appelle les phobies d'impulsion. Et enfin, je vous ai mis, tout ce qui est autour du psychotrauma, donc les traumatismes psychologiques. Je vais vous expliquer un petit peu après, mais en fait, il y a souvent des réactivations de traumatismes et il peut y avoir aussi des traumatismes liés à l'accouchement. Diapo suivante. Donc là, c'était juste pour vous expliquer, le psychotrauma. Donc ça, c'est un terme qu'on utilise beaucoup en psychologie, c'est la transparence psychique de Bydolsky. En fait, on dit que quand les femmes, elles sont enceintes, c'est, c'est comme s'il y avait plus de protection psychique. Il y a plus la barrière du refoulement. Donc en fait, tout ce qui n'a pas été traité avant, tous les traumatismes vont revenir à la conscience. Donc c'est vraiment une période de fragilité, donc c'est pour ça qu'on tout va être questionné par rapport à leur enfance, par rapport aux liens familiaux, les traumas qui vont revenir et des peurs qui vont apparaître. Donc là, je vais vous présenter, les métaphores ou les suggestions que j'utilise, principalement pour tout ce qui est autour de l'anxiété et de la dépression, du péripartum. Donc ce que je travaille beaucoup déjà, c'est la confiance en soi. Donc ça peut être, pour les femmes enceintes ou pour les mamans. Et donc, j'utilise la technique de régression en état intérieur. Donc, une sorte de voyage vers le passé et je vais demander à la maman de se visualiser quand elle était petite et en fait de rassurer, cet enfant, en lui disant ses qualités, en lui disant qu'il est protégé et de lui apporter de l'amour. Donc tout simplement, serrer cet enfant dans ses bras. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on rassure l'enfant, ça crée ce qu'on appelle le sentiment de sécurité interne. Donc le sentiment de sécurité intérieure et c'est par là qu'on a confiance en soi. Heu, Ça représente aussi ce qu'on appelle en psychologie l'enfant intérieur et ça va nous permettre aussi de travailler en psychothérapie, autour du lien avec leurs propres parents. Qu'est-ce qu'elles veulent garder ou pas de l'éducation de leurs parents? Comment ça s'est passé avec eux? Et puis surtout, elles vont prendre conscience quand c'est des primipares, qu'elles passent en fait, d'enfant à mère et donc elles vont chercher aussi, quel type de mère elle veut être. Parce que souvent elles savent ce qu'elles ne veulent pas être, mais elles savent pas ce qu'elles veulent être. Alors là, ça concerne, tous les liens transgénérationnels. Donc, par exemple, quand on a, soit, repéré à partir d'un génogramme, donc quand c'est quand on fait un arbre généalogique, soit des schémas, familiaux qui se répètent, soit des histoires douloureuses, soit des conflits, des choses, voilà, avec d'autres personnes qu'on ne veut pas dont on veut se libérer tout simplement. Donc là, je vais demander donc aux patientes, de visualiser un lien, qui les relie à certains membres de leur famille et puis, je vais leur dire que ces liens, ça représente soit l'histoire familiale, soit le schéma ou le scénario familial qui se répète et tout simplement, on va leur demander de détruire ces liens et on peut aussi leur demander de créer des liens à la place qui vont être juste des liens d'amour, par exemple. Ça leur permet en fait de se libérer, voilà, de leur passé, des histoires familiales. Parce que souvent il y a de la loyauté, donc beaucoup de culpabilité par rapport à la famille et ça leur permet aussi de créer leur identité en fait en tant que mère, d'exister, heu, elles-mêmes avec leurs propres envies, voilà, leurs propres projections de mère. Alors là, ça rejoint un peu la confiance en soi, donc c'est encore dans le chapitre de l'estime de soi. Là, on va travailler l'acceptation de soi. C'est surtout pour les mères, donc pour les dépressions du postpartum.
parce que, comme on l'a vu tout à l'heure, elles dévalorisent beaucoup, elles ont honte et elles culpabilisent. Donc, sous hypnose, je vais leur demander de visualiser ce que j'appelle moi un peu le double maléfique. Donc ce serait en gros, ça représente la partie d'elle-même qui serait négative, qui aurait tous les défauts et comme l'enfant, intérieur, je vais leur demander de réconforter ce double, de lui donner de l'amour. Pourquoi? Parce que du coup, ça va permettre de réintégrer, d'accepter cette partie d'elle-même qu'elle rejette, et du coup de s'accepter avec leurs qualités et leurs défauts, puisque tout le monde en a. D'apprendre finalement, à être imparfaite, de s'autoriser à être imparfaite et ainsi diminuer le contrôle. Et finalement, en apprenant à se connaître, ça va aussi permettre, d'être moins sujet au regard de l'autre. Parce que souvent, les mamans, quand, il y a des personnes de l'extérieur qui leur font des conseils ou qui leur font des remarques, elles prennent ça pour des critiques. Donc ça va aussi permettre, voilà, de prendre de la distance par rapport à ça. Alors, quelque chose qui revient souvent, la peur d'être une mauvaise mère. Donc là, ça peut être pour les femmes enceintes ou pour les mamans. Donc là, j'utilise une technique de projection dans le futur, tout simplement pour aller dans quelque chose de positif. Donc là, je vais leur demander de visualiser une scène idéale avec leur bébé. Souvent, je travaille en amont pour commencer à les faire réfléchir à qu'est-ce qu'elles veulent en fait, hein. Qu'est-ce que ce serait pour elles la mère idéale? Donc pour les femmes enceintes, ça va être, une scène imaginaire. Et pour les mamans, donc ça c'est au choix, hein. Ça peut être soit une scène imaginaire, soit on va prendre une scène, du présent qui est, négative à leurs yeux, mais qu'on va transformer en quelque chose de positif. Ou alors c'est une scène du présent qui est déjà positive, mais, on va amplifier le positif. Et là, ça en psychothérapie, on va aussi pouvoir s'interroger sur quels sentiments elles ont pu ressentir, par exemple, pendant le voyage aller-retour, notamment chez les femmes enceintes. Par exemple, est-ce qu'il y a eu de l'anxiété quand elles sont allées dans le futur à la rencontre de leur bébé? Et dans le voyage retour aussi, est-ce qu'elles étaient pressées de revenir dans le présent ou pas? Est-ce que quand elles sont allées dans le voyage dans le futur, est-ce qu'elles ont réussi à imaginer leur bébé, par exemple, les femmes enceintes? Moi, j'ai une maman qui m'a dit qu'elle ne voyait pas le visage de son bébé, qu'elle n'arrivait pas à le voir sous hypnose. Donc on voit aussi, à quel stade elles en sont dans leur, projection avec leur bébé. Et puis, ça va leur permettre finalement en visualisant cette scène, où elles sont une mère idéale, d'activer leurs ressources et de se sentir capables. Alors, pour la gestion des émotions, donc on a vu, pour les émotions qu'elles étaient pas toujours, faciles à gérer, avec une labilité émotionnelle. Donc moi, j'aime bien utiliser pour ça la métaphore, de la montgolfière. Donc c'est très simple, hein, je leur demande de visualiser, par exemple, une forêt et elles sont sur un chemin avec un sac à dos, qui est lourd et plus elles marchent sur le chemin, plus le sac à dos, il devient lourd, jusqu'à apercevoir une montgolfière et puis je vais leur demander d'ouvrir le sac à dos et puis de retirer ces pierres, et de pouvoir les mettre dans la montgolfière. Je vais faire une suggestion pour leur dire en fait que ces pierres, ça représente tout ce qu'elles ne veulent plus. Donc ça peut être des émotions, ça peut être des problèmes, ou voilà, tout ce qui à leurs yeux devient inutile et de le déposer dans la montgolfière et puis la montgolfière, elle va partir au loin et petit à petit, les pierres vont devenir de plus en plus petites comme la montgolfière jusqu'à disparaître. Et grâce à ça, ça va permettre de prendre de la distance émotionnelle, mais aussi de voir les soucis qui deviennent de plus en plus petits, donc quelque part, de diminuer l'ampleur des problèmes. Et puis surtout aussi, de voir, ce qu'elles ne désirent plus, ce qu'elles ne veulent plus, arriver à l'identifier. Parfois, je leur dis qu'elles peuvent repartir sur le chemin et remplir à nouveau le sac à dos, mais de nouvelles choses qu'elles trouvent en chemin, donc ça peut être des fleurs,
voilà, d'autres choses, pour identifier aussi ce qu'elles veulent, à ce moment-là. Alors on a vu que, avec, l'anxiété et avec la dépression, parfois, il est difficile de rentrer en communication avec bébé. Donc les mamans, elles peuvent avoir le sentiment que le bébé les aime pas. Donc on peut travailler ce lien, sous hypnose. Donc là, il y a plusieurs, configurations. Donc pour les femmes enceintes, pour les mamans, donc avec les mamans, ça peut être la maman seule ou on peut aussi, faire la maman avec le bébé. Alors, pour le bébé, il y a 4 types, de veille. Donc on a, la veille agitée, la veille calme, le sommeil agité et le sommeil calme. Donc ce qui s'apparente le plus à l'hypnose, ce serait plutôt, la veille calme ou le sommeil profond pour le bébé et nous, ce qu'on aime utiliser, c'est plutôt les bruits blancs. Enfin, moi, de ma petite expérience, c'est ce que j'ai vu qui marchait le mieux. On a tenté, d'attirer aussi, voilà, l'attention du bébé avec, par exemple, des hochets, des choses comme ça, mais ça tient moins longtemps. Donc c'est voilà, il y a quand même plusieurs choses à mettre en place pour que ça marche avec le bébé. Donc il faut déjà vérifier dans quel état de veille il est et puis après, utiliser voilà des outils pour que le bébé puisse aussi, profiter de cette séance. Et la maman, on va lui faire une induction, hein, comme on a vu, au début de la présentation et puis on va lui demander d'imaginer des liens, qui la relient à son bébé. Donc ça peut être une liane, un cordon ou tout ce qu'elle veut, hein, et ce que j'aime bien faire, c'est, lui demander d'imaginer par exemple, un rond de la couleur de son choix qui va représenter l'amour ou une émotion très forte et cette boule ou ce rond va circuler dans ce lien. Pourquoi? Parce que ça représente, les échanges affectifs. Parce que souvent les mamans, quand elles sont anxieuses ou quand elles sont en dépression, elles vont beaucoup s'axer sur tout ce qui est le versant technique, donc donner à manger au bébé, lui changer la couche, et du coup l'affectif peut parfois passer au second plan. Donc là, c'est vraiment remettre les échanges affectifs au premier plan. Et l'autre avantage, c'est que la maman, elle va pouvoir aussi, grâce à une suggestion, on peut lui demander de ressentir les bénéfices des échanges affectifs, donc de cette boule qui, voilà, qui va de la mère au bébé au niveau corporel et ressentir cet amour qui va de l'un à l'autre. Alors, pour les traumatismes, j'utilise, soit l'écran de cinéma, soit, un livre. Donc je vais vous expliquer. Là, c'est pour, donc là, je me suis trompée, hein, c'est pour les femmes enceintes ou les mères, je mets pas le il y a pas le bébé dans la séance, excusez-moi. Donc je leur demande d'imaginer un livre, sur lequel il y aura, en fait, l'épisode traumatique, sur une page. Donc soit c'est une page où l'épisode est écrit, si c'est des voilà, des mamans qui ont plutôt une sensibilité, de ce type-là, soit ça va être une photo sur le livre, ou ça peut être encore un dessin. Et ça va vraiment être une scène de l'événement traumatique. Et puis après, tout simplement, on va faire, comme l'écran de cinéma, on va faire une suggestion pour modifier, cette scène-là. Donc soit on modifie l'écriture, soit on modifie le dessin, soit on modifie la photo. Alors, après, suivant, le type de traumatisme, j'utilise 2 choses différentes. Si c'est un temps T qui est fini, donc c'est-à-dire que si c'est un traumatisme qui était dans le passé, mais qui n'a plus de lien avec le présent, j'aime bien faire une suggestion, où je demande aux mamans de ranger ce livre dans la bibliothèque. C'est-à-dire qu'il fait partie de l'histoire de la patiente, mais il est rangé. Par exemple, un accouchement traumatique, hop, l'accouchement en soi est terminé, donc on va mettre du sang sur cet accouchement, mais on va le ranger dans la bibliothèque. Par contre, si c'est un traumatisme qui perdure dans le temps, par exemple un traumatisme de la dépression du postpartum,
c'est-à-dire une évocation douloureuse à l'évocation de la dépression. Comme la dépression est en lien avec son bébé, le bébé est toujours présent. Donc là, je vais plutôt demander à la maman d'écrire une nouvelle page sur le même livre, pour qu'il y ait une continuité, en fait, dans l'histoire. Et en fait, ça leur permet de mettre du sens à ce qui leur arrive et de l'inscrire dans leur histoire et surtout de légitimer leurs sentiments. Parce que souvent, elles osent pas parler de leur accouchement, parce qu'elles vont souvent dire: «Ah bah, c'est pas grave, c'est» voilà, par pudeur ou parce que, souvent on leur dit que, bah, si le bébé va bien, eh bien, elles vont bien. Donc là, on met des mots sur ce qu'elles ressentent. Là, je vais vous présenter 2 cas cliniques. Le premier, ça va être sur une dépression du postpartum et le deuxième cas clinique, ça sera plutôt sur un parcours PMA parce que là, je vous ai surtout parlé de la dépression et de l'anxiété. Je pouvais pas tout aborder donc je vous ai quand même fait un cas clinique après. Donc c'est une collègue qui est venue, consulter, qui a 35 ans et qui a fait une dépression du postpartum il y a 2 ans. Et là, elle a un projet, d'avoir un deuxième enfant, mais elle a peur de refaire une dépression. Quand elle me parle de cette dépression, le souvenir, il est très douloureux, donc elle pleure beaucoup. Mais ce qui est important, c'est qu'actuellement, elle n'est plus en dépression et ça se passe très bien avec sa fille Romy. Donc là, dans les objectifs, j'en ai eu 2. Donc le premier, c'était de traiter, les émotions associées au souvenir de la dépression. Donc je suis partie de l'idée que j'allais transformer une scène négative du passé et ensuite le deuxième objectif, c'est tout simplement, de l'aider à se projeter. Donc là, je vais faire 2 choses. J'ai décidé d'amplifier, en fait, une scène positive actuelle, puisque ça se passe bien avec sa fille et ensuite de faire une projection dans le futur pour qu'elle s'imagine avec sa fille et avec son futur bébé. Alors là, j'ai utilisé, l'écran de cinéma, pour, la double dissociation, donc pour, une mise à distance, des émotions associées, à cette dépression et je suis partie sur l'idée de faire la projection du film, donc une scène du passé, une scène du présent, puis une scène du futur. Donc pour la scène du passé, ça représente la dépression du postpartum. Là, j'ai fait 2 suggestions. Donc la première, je vais demander de changer les manifestations corporelles associées au souvenir de la dépression. Donc en fait, je l'ai faite parler pendant la séance. Donc elle me décrivait un vide et elle l'a transformé en fumée blanche. Et ensuite, je lui ai demandé de modifier la scène, donc soit de retirer des éléments négatifs ou soit de rajouter des éléments qui l'aident. Et là, elle a rajouté sa meilleure amie et une lumière blanche. Ensuite, j'ai accéléré le temps et je l'ai fait, arriver au présent quand ça se passe bien avec sa fille. Donc là, elle avait choisi une scène de Disney, heu et en fait, je lui ai demandé de visualiser le lien de connexion qu'elle avait avec sa fille et de le ressentir dans son corps pour qu'elle ressente vraiment le bien-être, heu, associé à cette connexion. Et après, j'ai encore accéléré le temps pour qu'elle arrive dans le futur et je me suis servie de liens de connexion qu'elle a, qu'elle a ancrés dans la scène du présent avec sa fille Romy. Je m'en suis servie dans la scène du futur. Où en fait, je lui ai demandé de reproduire ce lien qu'elle avait avec Romy, mais avec son futur bébé, pour qu'elle puisse ressentir, le bonheur, et ce sentiment de bien-être avec un nouveau nourrisson. Et après, j'ai fait une deuxième suggestion où je lui ai proposé de faire une activité agréable avec les 2 bébés, pour qu'elle se sente capable, en fait, de gérer, les 2 enfants. Et après, quand je l'ai revue,
Donc il y avait plus de douleurs en tout cas, psychiques, donc plus de pleurs, et ni de douleurs physiques à l'évocation de la dépression. Et quand elle s'imagine avoir un deuxième enfant, donc quand elle s'imagine avec, 2 enfants, là, il y a plutôt maintenant une sensation de plaisir. Et là, par contre, ce qui reste à faire, donc ce sera peut-être pas sous hypnose, mais plutôt en psychothérapie, c'est de travailler, heu, les raisons qui ont amené à une dépression du postpartum. Donc plutôt travailler, voilà, sur les traits de personnalité, notamment sur le perfectionnisme, des choses comme ça. Et je te remercie, Elodie, pour cette présentation qui est très détaillée, très technique et qui nous montre bah, tout le travail que tu fais avec tes patientes autour de la périnatalité. Donc, je vais vous inviter, si vous avez des questions à poser à Elodie, vous pouvez désactiver, enfin plutôt réactiver votre son. J'ai vu alors passer une question de Christophe. Euh, donc, si tu veux la reposer par oral, sinon je la transcris. Alors, cette labilité émotionnelle, vous le considérez comme un état mixte ou pas du tout? Alors moi, je le considère pas comme un état mixte, je vais vous expliquer pourquoi. État mixte, pour moi, ça fait référence au bipolaire, où là, l'état mixte, ce serait plutôt, le stade au-dessus, c'est-à-dire que à la fois, on a, une tachypsychie, c'est-à-dire qu'on a la pensée qui est accélérée. Il y a aussi, par exemple, un débit qui est accéléré qu'on appelle une logorrhée et à la fois de la tristesse avec un ralentissement psychomoteur. Donc état mixte, c'est plutôt pour moi, c'est plutôt ça. Donc à la fois, elles sont tristes, mais dans la tête, elles sont accélérées. Ce qui est différent des émotions qui font comme ça. Est-ce que vous avez d'autres questions ou d'autres interpellations? Alors moi, j'ai une question à Oui. poser. Alors vas-y, Ah, vas-y. vas-y, vas-y Brice, je t'en prie, vas-y. Non, non, vas-y, vas-y, vas-y. OK, alors merci beaucoup Elodie, c'était vraiment très intéressant. Effectivement, je pensais pas que tu allais autant dans le détail, la façon de combiner un petit peu la psychothérapie avec ça, c'était vraiment intéressant. Moi, la question que j'avais, c'était vraiment une question assez méthodo, dans le sens où quand tu vas travailler avec des personnes comme ça, donc tu as parlé au début, effectivement, le principe de métaphorisation où, c'était un truc qui te plaisait plutôt bien. Et est-ce qu'en fait, tu as un rapport, entre guillemets, «au corps»? Est-ce que tu vas jouer, est-ce que tu vas travailler sur des phénomènes hypnotiques, en utilisant pas mal les kinesthésiques, ou tu vas vraiment rester focus sur la visualisation? Tout simplement parce qu'effectivement, là, tu es sur une patientèle qui va avoir un rapport au corps un peu particulier. Et donc, est-ce que parfois ça peut bloquer quand tu as, par exemple, des personnes aphantasiques, donc des personnes qui vont pas forcément avoir de visualisation mentale? Ou est-ce que vraiment le fait de travailler principalement en métaphorisation, visualisation, est-ce que ça, c'est assez suffisant avec ce type de public? Alors en fait, moi, les séances, comme j'ai travaillé en amont, déjà, je vois si elles arrivent, déjà à imaginer ou pas et à élaborer ou pas. Hem, donc en général, c'est suffisant parce que je me suis assurée avant qu'elles arrivaient à construire, heu, tout un imaginaire en tout cas, donc oui, moi je travaille plutôt comme ça. Parce que, parfois autour du corps, comme elles viennent d'accoucher, ça peut être un peu compliqué et avec la grossesse, il y a tout un rapport au corps aussi qui est différent avec toutes les transformations. Ouais, c'était ça l'idée, Heu, effectivement, c'est ouais, comment réussir à réconcilier par rapport à un corps qui est un petit peu endommagé. Effectivement, c'est parfois, des fois, avoir cette espèce d'exposition, tu sais, un peu dans le côté où effectivement vous avez un corps endommagé, et peut-être que le fait de repasser par là, c'est vous exactement. exposer aussi pour favoriser peut-être une acceptation. Oui, alors OK, dans d'accord, ces OK. cas-là, je le fais quand je fais l'induction, je fais des body scans, et là je vais faire des suggestions, en même temps. Par exemple, je vais pas dire, comment se sent le bras, par exemple, ou comment se sent le ventre. Parce que si elles viennent d'accoucher et qu'elles sont hyper douloureuses, ben, c'est un peu compliqué. Donc, je vais plutôt leur dire, «Quelles sensations, agréables vous sentez dans le ventre?» Je vais direct induire des choses positives. OK, bah, je vois très bien, donc je te remercie, ouais, vraiment intéressant.
Alors, une question un peu dans le prolongement de celle-ci, de David. Comment faire avec des personnes n'ayant pas la capacité de visualisation? Bonne question. Alors en fait, moi, comme j'utilise aussi la psychothérapie, c'est vrai que, j'utilise beaucoup la psychothérapie en parallèle et sinon tout simplement les suggestions, enfin, ou alors, ce qui marche beaucoup aussi, c'est les contes métaphoriques. Par exemple, pour le lien, mère-bébé, les des histoires, il y en a plein, hein, sur, la par exemple, la maman, éléphant, qui va à la rencontre de son bébé éléphant et ben, on va lire le conte, comme une histoire mais sous hypnose et donc c'est plus facile que demander à la maman de visualiser, quelque chose d'imaginaire. Là, ça sera, faut juste écouter l'histoire. Tu es pas obligé de visualiser, ce qui se passe, par exemple. Ça peut être aussi un moyen comme ça. Sinon, les suggestions, ça marche aussi très bien, et moi, j'utilise beaucoup la psychothérapie donc bon, ça répond peut-être pas à la question mais Alors, une ah, question également de Johan. Tu vois les questions, hein, en même temps que moi? oui. Ah ouais. Est-ce que vous travaillez d'une manière ou d'une autre avec le nouveau-né qui aurait vécu un accouchement traumatisant? Alors oui, en fait, dans mon service, j'ai 2 puéricultrices et j'ai une psychomotricienne et ça va répondre aussi à la question, d'Anis tout à l'heure, c'est-à-dire que pour tout le travail du corps, en fait, je travaille pas forcément en hypnose, mais je travaille avec la psychomotricienne. Donc par exemple, pour les bébés, ça va être tout ce qui va être sensoriel. Parce que les bébés, tout ce qui est traumatisant, c'est plutôt, au niveau sensoriel. Par exemple, les bébés qui sont allés en néonat, qui ont fait de la réanimation, ils vont être, très sensibles au bruit, par exemple. Donc ils vont avoir des sursauts. Donc là, ça va être plutôt de réintroduire du son, mais de manière positive. Que pour eux, ça devienne quelque chose d'agréable et non désagréable. Donc ça, on le fait plutôt avec la psychomotricienne, mais pas forcément, avec de l'hypnose. Et pour le travail, du corps, par exemple des femmes qui viennent d'accoucher, avec la psychomotricienne, on va travailler tout ce qui est, autour du dégoût du corps. Donc le schéma corporel, par exemple. Hem, Ça va être, remettre de la sensation dans le corps. Donc, par exemple, on va utiliser des balles qu'on va passer sur le corps pour ressentir le corps, parce que souvent elles sont coupées de leur corps. Elles ressentent plus. Heu ça va être ça, ça va être aussi par le toucher. Ça va être aussi des techniques d'ancrage. Donc, par exemple, des exercices où elles vont taper des pieds sur le sol pour voilà, réancrer en fait quelque chose du mouvement, de l'ordre du mouvement dans le corps. Parce que quand elles sont déprimées, il y a un ralentissement au niveau du corps, donc le corps est beaucoup moins mobilisé. Donc on travaille différemment, c'est pas de l'hypnose, mais voilà, on travaille, différemment. C'est assez global en fait comme prise en charge. Moi, j'ai une Moi, j'ai une ques question. Vas-y, je t'en prie. oui, d'abord bonjour à tout le monde. Désolé, je suis dans un endroit où il y a plein d'orages et j'ai cru que je pourrais pas me connecter, ça a sauté partout, donc on est en alerte orange et tout et tout. Si jamais ça recommence en plein milieu, ça devient grisé, j'y suis pour rien. Moi, une petite question Élodie sur, d'abord merci pour la présentation. Sur, le deuxième cas clinique, à un moment donné, tu as parlé de culpabilité de la maman, par rapport au fait d'avoir cet enfant à la place du deuxième. E Tu as dit: «On s'est occupé de la culpabilité». S'occuper de ça, c'était à travers, ces histoires de liens dont tu nous as parlé ou tu as fait quelque chose de particulier par rapport à la Non, culpabilité? on l'a fait en psychothérapie ça. On l'a fait avant. D'accord et comment? En fait, on lui a alors c'était un peu long, mais en fait, tout simplement lui expliquer que le deuxième enfant ne reviendrait pas remplacer, le premier. Alors déjà, ça avait commencé avant parce que dans le processus du deuil, pour, heu, pour les parents, déjà, la première des choses à faire, c'est parce que, les gens autour ont tendance à dire: «Bah, c'est pas grave, tu en auras un autre»
où, comme finalement l'enfant n'a jamais été viable, c'est comme s'ils n'avaient pas été parents. Donc la première des choses à faire déjà, c'est de reconnaître que ce ne sont pas des adultes qui n'ont pas d'enfants, mais des parents endeuillés. Donc les reconnaître déjà dans ce statut-là. Parents endeuillés. Ensuite, que le deuxième enfant, pour eux, ça sera la petite sœur ou le petit frère de leur fille décédée. Donc c'est pas un enfant qui vient remplacer le premier, c'est juste un petit frère ou une petite sœur, déjà. Et après, on a travaillé aussi autour du deuil, donc que, en fait, elle avait l'impression que si elle avait un deuxième enfant, sa fille décédée n'aurait plus de place, en fait, dans dans son esprit, en fait, plus de place psychique. Donc on a utilisé un petit peu, ce qu'on utilise en hypnose, en fait, hein. On lui a dit qu'elle aurait une place, mais différente et que, à chaque fois qu'elle en aurait besoin, elle pourrait repenser à sa fille décédée, mais qu'il y avait de la place pour tout le monde. Et on a déconstruit, en fait, pas mal de choses comme ça, au fur et à mesure, pour qu'elle s'autorise à avoir un deuxième enfant. Ce qui veut dire que c'est la prise en charge globale de cette personne avec sa problématique, ça vous a pris combien de séances entre la réception initiale et la fin? On en a fait que 3. OK. La première où, en fait, j'ai eu vraiment comment dire? Tout l'historique. La deuxième où, là, j'ai travaillé, le deuil et la culpabilité et après j'ai fait la séance d'hypnose pour qu'elle puisse avoir ses règles et commencer son parcours de PMA. 3 séances d'1 heure Oui, 1 heure. et donc la séance d'hypnose, elle dure, 45 minutes. À peu près, ouais, c'est ça. OK. Si je peux Thank me you. Si je peux me permettre, ça me rappelle, une famille parce que je m'occupe aussi de ce genre de j'ai eu à plusieurs reprises des personnes qui sont venues pour, les mêmes problèmes et je me rappelle d'un couple comme ça qui avait perdu, leur fille, quasiment, 24 heures après la naissance. Voilà et là, quand vous parlez de culpabilité, de deuil et tout ça, moi je le traite directement en hypnose. Je l'ai travaillé en hypnose avec eux. Exactement ce que vous avez décrit dans le processus, accepter faire le deuil de l'enfant. Alors c'est des parents qui avaient été quand même très, très bien accompagnés par l'équipe soignante, les puéricultrices, les sages-femmes, qui leur avaient permis de garder l'enfant dans leurs bras et cetera, ils avaient été vraiment très, très bien entourés, ça ils étaient enchantés d'ailleurs et après bon, il a fallu quand même faire le deuil. Donc voilà, donc ça moi je les ai accompagnés et je les ai accompagnés aussi par la suite dans, une fois que le deuil a été fait, ce qui était bizarre, c'est que au premier abord, c'était la maman qui avait du mal à passer le cap, le papa avait l'air très fort. Et puis quand elle est arrivée à aller mieux, c'est-à-dire qu'elle a eu fait le deuil, c'est lui qui s'est écroulé après. Et elle avait déjà avancé dans son psychisme pour avoir un deuxième enfant, en sachant que ce serait, la petite sœur, hein, puisque ou le petit frère de la petite fille qui était décédée. Et ce travail a été fait, totalement en hypnose, bien sûr, avec l'interrogatoire et la discussion et ce que je voulais dire, c'est qu'on peut très bien aussi le faire en hypnose de la même façon. Tout à Voilà, fait. voilà. Mais on en a quand même pas mal de demandés, enfin moi, dans tous les cas, j'en ai eu pas mal et les PMA aussi beaucoup. Mmh. Dans les PMA, il y a pas mal de demandes, soit parce qu'il y a des personnes qui ont fait, plusieurs, donc fécondations in vitro et qui se sont soldées par des échecs. Ça, ou soit, effectivement, la grossesse qui démarre et puis qui s'arrête, rapidement. Ou, la peur aussi, la peur de j'ai eu dernièrement une jeune femme comme ça que je connais depuis des années qui a enfin décidé, d'avoir un enfant et elle a eu pas mal de questions et là, elle est en train d'avancer vers ce processus, mais elle s'est posée quasiment presque toutes les questions que vous avez évoquées et une supplémentaire, à un moment donné, s'est posé la question: «Est-ce que c'était le bon, géniteur?» Parce on lui avait dit que bizarrement, enfin déjà dans son entourage très bien intentionné, qu'il y avait plusieurs personnes qui avaient, divorcé ou s'étaient séparées de leur compagnon alors qu'elles n'arrivaient pas à avoir d'enfants, elles étaient allées avec un autre homme et ça avait marché. Donc elle est arrivée à se poser des questions sur si c'était pas finalement à cause du géniteur, finalement que finalement elle n'acceptait pas ce géniteur. Je sais pas si vous avez rencontré ce genre de Oui, problème? en fait, c'est un processus de contrôle où on aimerait, entre guillemets, «refaire le passé» Ouais.
contrôler la fin de l'histoire, en fait. Donc Mmh. ça peut être, est-ce que c'était le bon géniteur? Ou est-ce que je l'ai fait au bon moment? Ou est-ce que si j'avais fait ci ou ci ou ci ou ça, est-ce que l'histoire serait différente? Et là, elle l'a pas encore, hein. Donc elle l'a pas encore l'enfant. Donc là, elle va pas la refaire en quelque sorte. Ça crée des mécanismes de blocage. Très bien, on va prendre une dernière question, comme ça on clôture dans les temps, là, à 21h. Donc, si vous avez une dernière suggestion, il y a un petit Moi, message de Julie qui est dans le train, qui a une mauvaise, que je connais bien, qui est psychologue spécialisée en psychotrauma et qui a travaillé au CECOS pendant 4 ans, donc qui est le centre pour tout ce qui est fécondation in vitro, etc. Et elle a travaillé beaucoup sur l'hypnose et sur les patientes également qui venaient pour des PMA. Alors, Anis, on t'écoute. Oui, alors, si tu peux pas répondre, c'est pas du tout grave parce que c'est une question un peu, spécifique, en fait, si tu veux, par rapport au deuil prolongé. Donc je sais pas du tout si tu as eu des personnes, dans ce type de cas-là et en fait, j'avais lu dernièrement, il y a pas mal d'articles, tu sais, dans le deuil prolongé, on a ce côté un peu dissociatif qui est très important, un peu comme dans le PTSD et je me suis demandé, est-ce que par hasard, tu aurais eu des patients avec un deuil prolongé qui auraient montré justement ce côté dissociatif et est-ce que tu aurais ressenti une espèce de sensibilité ou une espèce de tu vois, une suggestibilité un peu particulière chez eux, une façon de fabriquer des suggestions, une façon de recevoir les suggestions différentes par rapport à ça. Tu vois, le fait qu'ils soient déjà dissociés. Ou est-ce que tu as pas forcément eu ce genre de ressenti, ce genre de J'ai pas eu de deuil, prolongé? suffisamment prolongé pour que ça fasse une Mmh. dissociation, comme le PTSD, OK. par exemple. OK, OK, OK. Bah, je te Donc remercie je pour, pourrais pas te ouais, je pourrais non, il y pas a te pas de dire souci. des précis. Il y a pas de souci, merci. Alors, je te poserai une dernière question et on clôturera le chapter ce soir. Est-ce que dans le cadre, alors c'est vraiment une question technique et pratique, hein, est-ce que dans le cadre de ton travail au sein c'est au sein d'un cadre hospitalier à Cannes, c'est un CHU, d'accord? Est-ce que tu as fait des émules par rapport à l'hypnose dans les services de gynécologie, que ce soit en opératoire, c'est-à-dire en hypnose opératoire, dans les naissances, tout ce qui est préparation à l'accouchement par rapport à l'hypnose? Est-ce que tu as des demandes par rapport à ça? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, on l'avait déjà évoqué, est-ce que tu as des expériences d'hypnose simultanées entre les mères et les enfants? Voilà. Alors, première question, en fait, j'ai pas enfin, c'est pas que j'ai pas de demande pour la préparation à l'accouchement, c'est que ça relève pas, en fait, de mon service. Moi, je suis un service de psychiatrie, donc en fait, c'est plutôt fait dans les services de gynéco et d'obstétrique. D'accord. Est-ce qu'au sein du CHU où tu exerces comme tu fais de l'hypnose, Alors, moi, en quelle est la fait, position de l'hypnose par rapport, parce que vraiment, tu vois, par exemple, à Nice, selon les services, hem, tu as vraiment, soit une promotion de l'hypnose, soit au contraire, des fois, une totale inhibition par rapport à l'utilisation de l'hypnose qui est assez phénoménale, je trouve. alors, en fait, moi, je suis sectorisée, vu que je suis de la psychiatrie, sur l'hôpital de Cannes et de Grasse. À Grasse, il y a des sages-femmes qui font de l'hypnose pour la préparation à l'accouchement. Mmh mh. Donc avant, elles étaient, 4 ou 5 et là, elles sont plus que 2, je crois, mais en tout cas, ça se fait et à Cannes, ça pourrait se faire. C'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est que je pense qu'il y a pour l'instant personne de formé, pour faire ça. Parce que, par exemple, ils proposent de l'acupuncture, d'autres choses, donc c'est assez ouvert. Donc ce serait possible, en tout cas. Donc ça, c'était la première question et la deuxième question, alors, c'est compliqué, en tout cas, pour le bébé de savoir si on peut parler de transe hypnotique ou pas. En tout cas, on peut parler de sommeil, profond ou, d'état de veille calme, ça oui et en tout cas avec des bruits blancs, on l'obtient. Ouais, ça D'accord. marche et quand d'autant plus, en fait, quand la maman est en transe, le bébé a tendance aussi à se calmer, également.
Mais ça marche mieux quand le bébé est déjà dans un état, de veille avant, la séance où, lui-même est déjà, apaisé, en tout cas Ouais, c'est calme. plus une synchronisation, en fait, plutôt qu'une hypnose simultanée. C'est difficile de faire la part des choses, en tout cas. Mmh. Je peux pas affirmer que c'est une transe hypnotique chez le bébé. Très Mmh, bien. voilà. Eh bien, écoute, sauf une dernière question, si quelqu'un, Non, c'est intéressant. on va s'arrêter là pour ce soir. Ouais. Élodie, je te remercie grandement pour ta participation. C'était très intéressant, passionnant. Je sais qu'on est en contact. Je t'ai passé un bouquin extraordinaire qui est devenu introuvable sur la psychosomatique gynécologie de William Kruger. Si jamais vous avez l'occasion de le retrouver, c'est une pépite des années 50 en hypnose et tous les travaux de Kruger sur l'utilisation de l'hypnose en gynéco notamment.